comment bien choisir son outil d'IA? C'est un sujet qui peut vous intéresser, vous, responsable de filière, mais également, bien sûr, les enseignants et enseignantes qui travaillent dans vos équipes, le personnel administratif, mais aussi les étudiantes et les étudiants. En réalité, cette idée de webinaire, de 5 à 7 des responsables de filière m'est venue de par le fait que nous recevons énormément de demandes de personnes qui nous disent c'est bien joli tous ces outils dont vous nous parlez. Alors c'est vrai dans les formations, dans les diverses occasions lors desquelles nous avons l'occasion de parler d'intelligence artificielle. C'est bien joli tous ces outils, mais en fait on ne sait pas dans quelle mesure on peut les utiliser, pour quels usages, avec quel degré de sécurité, avec quel degré de pertinence, de robustesse et même d'acceptabilité, sachant qu'il y a beaucoup d'enjeux liés à des valeurs qui sont attachées à ces outils d'intelligence artificielle. Donc, autant sur le plan pédagogique pour le SADAP que sur le plan de l'IA pour le groupe de pilotage IA, j'ai entrepris de faire une sorte de recherche et de veille sur ces différents outils, de rassembler leurs caractéristiques pour finalement proposer des ressources qui permettent d'y voir un peu plus clair. Ça ne vous affranchira pas du travail nécessaire pour vous approprier les outils, mais au moins ça pourra baisser le niveau d'anxiété vis-à-vis de l'utilisation de certains d'entre eux. Alors la première chose que j'ai faite, c'est proposer tout simplement une liste d'usages pour lesquels bien, on peut définir des exemples d'outils. Je vous le présente là, c'est pas très agréable à l'écran parce qu'évidemment c'est un document PDF. Je vais simplement afficher les pages, mais je vous le présente dans l'optique de vous l'envoyer ensuite. Ici, il s'agit de définir des catégories d'usage assez généraux: l'assistance générale conversationnelle et rédactionnelle, la traduction et le multilinguisme, la création d'images, la synthèse visuelle ou auditive de documents, la gestion de contenu de documents, la recherche scientifique et académique, et d'autres encore. Donc, pour chaque ligne, un usage avec des descriptifs. Et dans la deuxième colonne, des applications associées. C'est une liste d'applications qui est une sélection qui est non exhaustive et qui ne préjuge pas de conseils ou de recommandations. Il s'agit pour le moment d'une liste. Euh, et ça ne dit pas spécialement que Copilot est meilleur que le chat, ni même qu'il faille nécessairement utiliser Gemini, par exemple, sans précaution. C'est simplement une liste. C'est aussi une liste d'usages qu'il est possible de traiter avec de l'IA. Donc la première colonne toute seule nous dit déjà que tout ça, c'est possible de le faire en s'assistant d'intelligence artificielle. Cette, euh, Ce document fait référence à deux ressources complémentaires. La première, c'est un Padlet qui est mentionné ici dans le premier paragraphe. Et ce Padlet est le Padlet dans lequel on peut trouver ces outils. Parce que il ne suffit pas d'avoir entendu le mot consensus pour savoir où il se trouve. Donc ce Padlet, il est là. Le lien est indiqué en bas de l'image. Et je vais également vous le partager pour rappeler la façon dont il est conçu. Donc, c'est un ensemble de ressources sur l'intelligence artificielle classées par catégorie: législation sur l'IA, IA et droits humains, éthique de l'IA, position des hautes écoles, IA et administration, principes et généralités de l'IA, IA et métaphysique, environnement, biais, chatbot et agents, usage, prompt engineering. Je vous laisse lire les rubriques suivantes. On a même la génération de musique. Et puis on arrive à un moment aux activités académiques: IA pour la recherche, outils pour l'enseignement, bonnes pratiques pédagogiques, IA et compétences, évaluer avec l'IA, étudier avec l'IA. À chaque fois, un grand nombre de documents. Ici, par exemple, les référentiels de compétences IA de l'UNESCO pour enseignants et apprenants. Donc, dans ce Padlet qui est à votre disposition, que j'entretiens vraiment pour la communauté HESSO, entre autres, vous pouvez trouver un certain nombre d'outils que j'ai mis là parce que je les ai testés. Et si je ne les ai pas mis, c'est que soit je les connais pas, évidemment, c'est beaucoup de choses que je ne peux pas connaître, mais soit parce que j'estimais que ça valait pas la peine de les faire figurer là.
Autre ressource qui est mentionnée dans le document, c'est un GPT que je vous décrirai tout à l'heure. Un GPT, donc, c'est un outil fonctionnalisé que l'on crée dans ChatGPT. Sur d'autres chatbots, ça s'appelle des agents. Par exemple, chez Copilot, ça s'appelle des agents. Et un agent ou un GPT, eh bien, on le conçoit pour qu'il fasse quelque chose de particulier à l'intérieur d'un chatbot. Donc, c'est une partie un peu privatisée du chatbot. Euh, c'est ce que OpenAI ou Microsoft proposent à leurs usagers payants. Et ensuite, les GPT, quand ils sont conçus, ils peuvent être partagés à l'extérieur. En l'occurrence, ce GPT que j'ai créé s'appelle Diagnostic de fiabilité des applications d'IA. Il évalue la fiabilité, l'accessibilité, la responsabilité des applications d'IA à l'aide de critères choisis par notre groupe de pilotage IA à la HESSO. Et il s'utilise simplement en posant une question ou en indiquant le nom d'une application qui nous intéresse. Euh, et je vous en ferai la démonstration tout à l'heure. À cette première liste d'applications pour usage, d'applications d'IA pour des usages généraux s'ajoute une deuxième liste qui est construite exactement de la même manière, mais pour les usages pédagogiques. Partenaire de réflexion pédagogique, synthèse de cours enregistrés, classe inversée, didactique visuelle, support de cours, diapositives, diaporamas sonorisés, etc., etc. Et à chaque fois, à nouveau, une liste non exhaustive d'outils qui peuvent être utilisés pour cela. Par exemple, pour la recherche bibliographique, on connaît souvent Elicit, mais on ne connaît pas forcément Consensus et on ne sait pas qu'il existe en fait énormément d'outils qui permettent de faire de la recherche bibliographique comme Connected Papers, Research Rabbit, SciSpace, Semantic Scholar, Cite, etc. Voilà pour le premier document, disons un tableau, catalogue d'usages et d'outils associés, avec la possibilité donc de les trouver dans un Padlet plus général et la possibilité de les tester sur un GPT. Ensuite, j'aimerais vous proposer ce que j'appelle des arbres des choix qui permettent de se poser les bonnes questions lorsque on est face à un outil, une application ou un usage nécessitant l'emploi de l'intelligence artificielle. Alors, j'aimerais rappeler trois idées importantes qui président à toute utilisation de l'intelligence artificielle. La première, je crois qu'elle est maintenant bien connue, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on le rabâche, 2 ans et demi bientôt, c'est le diagramme de Tchulkanov qui nous invite à analyser, à travers une première question, l'importance que la réponse que l'on va obtenir soit vraie. Et il arrive qu'elle n'ait pas besoin d'être vraie si notamment je veux générer une image pour illustrer un document simplement de manière esthétique, bah, c'est ni vrai ni faux, c'est une image. Elle me plaît pas, si elle me plaît pas, je peux en faire une autre. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, c'est tout à fait safe d'utiliser ChatGPT. Mais s'il faut que la réponse soit vraie, alors il faut que je me demande, et c'est la vraie question importante, si j'ai l'expertise de vérifier la véracité. Expertise ne veut pas dire la connaissance préalable, ça veut juste dire que je suis capable d'aller comparer le résultat que j'ai obtenu à d'autres sources, par exemple. Et si je ne l'ai pas, cette expertise, eh bien, il est dangereux d'utiliser ChatGPT. Et si je l'ai, il faut encore que je me demande si je peux prendre la responsabilité de l'utilisation de l'IA en cas d'erreur. Et si c'est le cas, eh bien, il est possible d'utiliser l'IA. Donc ce diagramme nous dit, n'utilisons pas l'IA trop loin, au-delà de notre niveau d'expertise. La deuxième consigne, qui consiste à en fait aller un peu plus loin que notre niveau d'expertise, c'est de maîtriser le prompt engineering, de maîtriser les règles du prompt. On appelle aussi ça l'art du prompt. On trouve tout un tas de techniques que j'ai représentées dans cette image noire, mais en fait, en réalité, il suffit de donner un rôle, un objectif et un contexte au chatbot pour que la plupart du temps, pour la plupart des requêtes, cela suffise à faire en sorte que les réponses plausibles qu'il donne par défaut soient non seulement plausibles, mais également vraies ou le plus proche du vrai possible. Le prompt engineering, c'est donc savoir parler au chatbot pour qu'il donne des réponses solides, fiables. Et une manière de faire, c'est aussi de lui parler poliment, parce qu'en lui parlant poliment, on fait appel à des registres de langue qui correspondent dans sa base d'entraînement à des contenus qui contiennent plus de vérité que ne le feraient par exemple des contenus trouvés sur des réseaux sociaux qui eux aussi évidemment ont servi à entraîner le chatbot. Troisième niveau,
c'est le fait d'utiliser des bases de connaissances. Et là, évidemment, on pense immédiatement à NotebookLM. NotebookLM, je le remontre très rapidement parce que je me suis aperçu récemment que tout le monde ne le connaissait pas. Il permet de créer des notebooks, c'est-à-dire des espaces dans lesquels on va dialoguer avec le chatbot. Mais pour pouvoir dialoguer avec lui, ici vous voyez la boîte de dialogue est fermée. Pour pouvoir dialoguer avec lui, je dois absolument importer une source. Alors ça peut être un fichier local, un Google Docs, un Google Slide, un site web, une vidéo YouTube, du texte copié-collé. Je dois aller, par exemple, lui donner ce document, intégrer l'IA générative dans les stratégies pédagogiques, document produit par l'Université catholique de Louvain, extrêmement pertinent, que je vous invite à découvrir, et qui définit par exemple des niveaux de prompt. Eh bien, si je lui donne ce document, on voit très rapidement que je peux commencer à écrire et à lui poser une question. En attendant, il a fait un résumé du document. Je peux également lui demander un guide d'études, un FAQ, même générer un podcast qui est basé sur le contenu de l'ouvrage. Et je peux également lui poser une question. Quels sont les différents niveaux de prompt? C'est un chatbot, donc il va répondre à ma question. C'est un chatbot au passage qui est proposé par Google et qui est entièrement gratuit. Je lui pose ma question, il y répond, mais il y répond uniquement sur la base du ou des documents, je peux en donner 50, que je lui ai fournis. Et donc, à chaque phrase, j'ai un petit chiffre qui me permet en survol de voir sur quel texte de la source ou des sources il s'est basé. Et quand je clique dessus, j'ai accès au passage en question dans le document qui est reproduit ici à gauche. Je rappelle qu'on était en train de parler de la fiabilité de l'utilisation des outils d'IA. Et c'est exactement ce dont il est question ici, puisque grâce à un outil comme NotebookLM, en m'appuyant sur sa base de connaissances, je m'assure que les réponses qu'il va fournir sont parfaitement circonscrites aux sources que je lui ai communiquées. Et donc la seule chose importante, c'est de m'assurer que ces sources sont correctes, sont fiables elles-mêmes. Donc on a trois conseils pour bien prompter. C'est ne pas trop s'éloigner de son niveau d'expertise, savoir parler au chatbot et s'appuyer sur les bases documentaires. J'ai rassemblé tout ceci dans un arbre des choix, je l'évoquais tout à l'heure, inspiré du diagramme de Tchulkanov, mais qui intègre les notions de prompt engineering et de base documentaire. Il est ici, vous est présenté ici. On y retrouve exactement les mêmes choses. Le résultat de la requête peut-il ne pas être vrai? Si la réponse est oui, je peux encore me demander si les réponses peuvent être déconnectées de toute réalité, par exemple une image d'illustration comme je l'évoquais tout à l'heure, et si c'est oui, alors l'utilisation de l'outil est totalement inoffensive. Pour générer une image, c'est totalement inoffensif. Mais si je lui demande une recette de cuisine à partir de la photo de l'intérieur de mon frigo, ça peut pas être déconnecté de la réalité. Donc il faut quand même que je dispose de l'expertise nécessaire pour évaluer le résultat. Alors c'est une petite expertise, savoir si je peux faire la recette qu'il me propose à partir de ce qui est dans mon frigo, mais j'en ai quand même besoin. Et j'ai besoin de cette expertise également si le résultat de ma requête doit être vrai. Donc je me retrouve ici. Donc deux manières d'arriver ici, soit la réponse à la première question est non, soit elle est oui, mais la réponse à la deuxième question est non, et à ce moment-là, je reviens ici. Et c'est ce qui va se passer à chaque fois. Est-ce que je dispose de l'expertise nécessaire pour évaluer le résultat? Est-ce que j'ai appris à prompter de manière experte? Est-ce que l'outil permet de fonder ses réponses sur des ressources contrôlées? Est-ce que je suis prêt à endosser la responsabilité d'éventuelles erreurs? Si les réponses à toutes ces questions sont non, alors l'utilisation de l'outil est interdite. Et même si la dernière réponse est si la dernière réponse est oui, en fait, je suis prêt à endosser la responsabilité des erreurs, mais je suis absolument pas sûr du tout de ce qui va m'être produit, donc c'est une utilisation complètement inconsciente. Voilà. Donc ça, c'est un premier arbre des choix qui est construit sur la base des, euh, des premières recommandations que je vous ai fournies tout à l'heure. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que cette question de fiabilité, elle était très importante il y a 2 ans, hein, notamment au moment où Tulkanov propose son diagramme. Mais la fiabilité des IA commence à augmenter assez dramatiquement, je dirais. Voilà par exemple les résultats
du modèle de raisonnement O1, qui était encore disponible il y a quelque temps sur ChatGPT version payante, mais maintenant il a été déjà maintenant remplacé par la version O3 qui est plus performante, sachant que la version gratuite qui tourne et qui tourne également par défaut sur la version payante, c'est la version O4. Eh bien, la version O4 aux Olympiades internationales de mathématiques obtient 13% de réponses justes, mais la version O1, 83% de justes. Et pour des questions de sciences de niveau doctorat, un expert humain atteint 70%, là où le modèle de raisonnement O1 atteint 78%. Donc on commence à avoir, sur les questions de sciences stabilisées, hein, je ne parle pas des questions de recherche, par exemple, qui sont des questions ouvertes, on commence à avoir, y compris sur le code, des performances très, très aiguës. Et ça commence à être difficile d'obtenir des réponses fausses de la part des chatbots quand on utilise des modèles tels que ceux-là. Euh, Ce qui est intéressant également, au-delà de ces modèles de raisonnement, donc, qui ont été entraînés à raisonner et pas seulement à parler, ce sont les fonctions telles que Deep Research. Deep Research, c'est une fonction qui va prendre le temps, et ça peut prendre plusieurs heures, d'aller chercher sur le web des informations. Et dans ChatGPT, je peux très bien faire une requête de ce type-là avec la fonction Deep Research qui serait: j'aimerais faire une revue de littérature sur le thème suivant, l'impact de l'intelligence artificielle sur le développement de l'esprit critique des étudiants de l'enseignement supérieur. Tu réponds comme un spécialiste de l'IA dans la pédagogie de l'enseignement supérieur. Rappelez-vous, il faut lui donner un rôle. Tu recherches des informations dans les sources académiques en mettant l'accès sur les revues scientifiques à comité de lecture et dans les médias sérieux, c'est-à-dire disposant d'une conférence de rédaction et employant des journalistes ayant signé des chartes déontologiques. Et donc, si j'active la fonction recherche, simplement la fonction recherche, il va chercher dans deux, trois pages immédiates, par exemple Wikipédia, deux, trois articles de presse rapides. Mais si je clique sur recherche approfondie et j'ai un nombre de recherches approfondies limité, il va prendre 30 minutes, une heure, parfois plus, selon la difficulté du prompt que je lui ai donné pour aller faire le travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que on le voit raisonner, on le voit travailler en direct. On trouve un peu le même genre de choses dans des outils comme Storm. Storm qui est proposé par l'université de Stanford, qui permet ni plus ni moins de rédiger des articles scientifiques, hein, ou des travaux de bachelor ou de master, hein, bien entendu. On peut choisir plusieurs activités, soit la rédaction d'un article, c'est ça qui m'intéresse, soit générer les dialogues d'une table ronde sur un sujet donné, soit de l'analyse de données. Je ne vais pas créer un article, d'une part parce que c'est un peu long, puis parce qu'à chaque fois l'impact environnemental est assez élevé. Je vais juste aller dans ma bibliothèque et aller sur le travail que j'ai déjà fait finalement, hein, l'impact de l'utilisation de l'IA sur l'esprit critique des étudiants. Voilà. Et vous voyez que j'avais à l'époque généré un article intégralement sourcé, hein, bien sûr, avec des références bibliographiques sur le thème en question. Storm utilise également un modèle de raisonnement et on peut voir comment il a fonctionné en cliquant sur See Brainstorming Process. En fait, ce que fait Storm, c'est qu'il définit des personas et chacun de ces personas, il les définit en quelques lignes et ensuite, il leur pose des questions. Alors, les personas, c'est lui-même, hein, mais évidemment, mais il se donne successivement plusieurs rôles, il imagine des questions à leur poser et il y répond, avec une fonction Deep Research qui consiste à aller chercher sur le web des informations. Et donc, pour chaque persona, il pose une question, il se donne la réponse, il pose une question, il se donne la réponse. Il fait ça trois ou quatre fois. Et une fois qu'il a obtenu toute cette matière, il la reprend, il la resynthétise et il en tire un article que l'on peut également générer sous la forme d'un PDF. C'est extrêmement rapide avec la table des matières, le texte et tout en bas, les références bibliographiques. Heureusement, beaucoup d'étudiants ne connaissent pas cet outil. Ils ne connaissent pas forcément non plus la fonction recherche approfondie ou les modèles de raisonnement de ChatGPT, mais ça ne saurait tarder à mon avis. Elicit, j'en ai parlé tout à l'heure, Elicit
fait de la recherche bibliographique. Il en existe d'autres, comme Consensus, par exemple. Elicit est également capable de générer des articles de recherche. Alors, on le connaît plus, Elicit, par le fait que, on peut trouver des articles de recherche grâce à lui. Donc, on tape un thème et il va nous donner une liste de références bibliographiques. Par exemple, ici, les risques de l'intelligence artificielle sur les assurances sociales. Ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher les références bibliographiques et il en fait un petit résumé. Je peux bien sûr sélectionner certaines de ces références, lui demander d'en trouver des équivalentes, etc., et travailler avec lui. Et si j'ai une version euh, payante, enfin, ça fonctionne gratuitement, mais si j'ai une version payante, il travaille davantage, il fait une revue plus exhaustive. Mais on peut également générer un rapport de recherche. Je l'ai fait récemment sur la question de l'esprit critique. Et exactement comme la fonction Deep Research de ChatGPT peut le faire, ou Storm, Elicit est capable d'écrire un article avec l'abstract, les méthodes, les résultats, etc. Et ça en pas immédiat, mais ça se fait en quelques minutes. Un dernier outil, alors, il est en bêta, donc pour le moment, pour l'obtenir, il faut s'inscrire. Manus, qui est un outil chinois, qui est un agent, c'est un agent général qui non seulement réfléchit, mais fait des actions, comme c'est indiqué ici. Alors, on peut par exemple lui dire, voici les données de mes ventes du mois dernier de ma boutique sur Amazon, analyse-les en profondeur à l'aide de visualisation et recommande des stratégies spécifiques basées sur les données afin d'augmenter les ventes du mois prochain de 10%. Et non seulement il va analyser les données, mais il va proposer, il va construire des supports et il va proposer des stratégies. Le service de Manus peut également planifier des voyages, analyser l'action de Tesla ou réaliser des vidéos pour un enseignant sur le théorème de la quantité de mouvement. Il peut générer des sites web également. Et je lui ai demandé, j'ai fait une analyse sur Manus et à la fin il m'a demandé s'il voulait que j'en fasse un site web. Et il m'a créé un site web qui reprenait l'intégralité des résultats qu'il a trouvés. Donc, Euh, tout ça pour dire que la question de la fiabilité, elle est importante, mais surtout pour les personnes qui utilisent mal l'intelligence artificielle, parce que dès lors qu'on commence à savoir l'utiliser correctement, avec les bons prompts et les bons outils, bien, on commence à être très, très, très performant. Par contre, ce dont on peut difficilement s'affranchir, c'est bah, la connotation politique de ces chatbots. Entre Perplexity, qui vise la robustesse des contenus et qui source à peu près tout ce qu'il dit, et Grok, qui est un outil libertarien, free speech, développé par Elon Musk sur Twitter, il est évident que on peut pas attendre non seulement la même qualité de contenu, mais les mêmes réserves ou les mêmes valeurs, simplement en termes d'orientation politique. Et de même qu'il existe des bons médias et des mauvais médias, qu'il existe des médias de droite ou de gauche, politisés ou pas politisés, eh bien, il existe des chatbots qui sont bons ou mauvais, politisés ou non, de droite ou de gauche. Et donc, il est important de le savoir. Est-ce que ce constat nous amène à faire, c'est à nous dire qu'il y a peut-être d'autres manières d'évaluer la pertinence des outils d'IA que simplement à l'aune de leur fiabilité. Peut-être même que c'est la dernière question qu'on doit se poser, la fiabilité. Et donc, c'est pourquoi, comme je vous le disais, j'ai créé d'autres arbres des choix. C'est la même présentation, mais c'est pas le même. En fait, c'est le premier. Celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le quatrième. Le premier consiste à se demander si, pour un outil donné, si son usage est sécurisé. Commençons par se demander s'il a bonne réputation, si l'entreprise déclare des garanties en matière de protection de données, s'il existe un accord contractuel dans notre institution en matière de protection et de réutilisation des données. C'est le cas, par exemple, à la HESSO sur Copilot avec Microsoft, mais en aucun cas, c'est le cas de ChatGPT, par exemple. Est-ce que l'outil garantit une souveraineté numérique? Est-ce que les serveurs sont en Suisse, en Europe, ou on ne sait pas où? Et puis finalement, est-ce que je suis prêt à endosser l'entière responsabilité de l'utilisation de l'outil?
Je ne vais pas le décrire en détail. Le principe est le même. À chaque fois que vous vous posez une question, c'est oui ou c'est non. Si c'est non, ici, vous descendez. Il y a une possibilité de revenir en répondant à une nouvelle question. Mais si la réponse est à nouveau non, eh bien, on sort avec des utilisations soit interdites, soit dangereuses, soit risquées, soit imprudentes. Et éventuellement, si on a réussi à traverser tout ça, utilisation d'outils possibles avec prudence. Deuxième outil, deuxième arbre des choix, la question de l'efficience. En fait, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que ça va améliorer ma qualité de travail? Est-ce que je vais gagner du temps? Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que cet outil, finalement, il est meilleur qu'un autre selon tous ces critères? Est-ce qu'il n'y a pas un autre outil que je pourrais utiliser? Si c'est le cas, si je suis pas sorti de l'arbre entre-temps, eh bien, et que j'ai trouvé que l'utilisation de l'outil était efficiente, ben, je peux passer à l'arbre suivant. Et celui-ci, se demande si l'outil est acceptable. C'est des questions qu'on peut se poser pour soi ou pour son institution, en le comparant à nos valeurs, hein, à nos valeurs propres ou aux valeurs de l'institution. Et donc, on se pose des questions de type, est-ce que je suis d'accord de recourir à l'IA dans mon travail? Est-ce que je peux me reconnaître dans les valeurs de l'entreprise qui le diffuse, qui le distribue? Est-ce que les impacts socio-environnementaux de l'utilisation sont acceptables? Est-ce qu'utiliser cet outil va préserver ou péjorer mes conditions de travail? Et puis, est-ce que je suis à l'aise avec une utilisation raisonnée de cet outil malgré tous ces problèmes? Eh bien, selon les cas, on va sortir de nouveau en disant non, ben, c'est vraiment problématique, dilemmatique, ou c'est vraiment une utilisation contrainte, voire je dois changer de métier parce qu'on m'oblige à faire quelque chose que je ne veux pas. Mais si on trouve qu'il est acceptable, eh bien là, il sera enfin temps de se demander s'il est fiable, et on retombe sur le premier arbre des choix que je vous ai présenté tout à l'heure. Le, L'intérêt de ces quatre arbres des choix est de se poser des questions. Ce sont donc des outils de réflexivité, mais évidemment, ils n'apportent pas les réponses. Donc, pour apporter les réponses, j'ai proposé ce GPT dont je vous ai parlé. Donc, c'est un agent qui sert à évaluer la fiabilité des applications d'intelligence artificielle. Ce GPT évalue la fiabilité de l'IA, posez votre question ou indiquez le nom de l'application d'IA qui vous intéresse. Donc, je vais donner le nom d'une application d'IA qui m'intéresse, par exemple le chat de Mistral, et j'envoie. Et le travail de ce GPT, c'est d'aller chercher dans la base de connaissances que je lui ai donnée et de s'appuyer dessus pour faire trois choses. Premièrement, évaluer la sécurité et la fiabilité de cet outil selon 10 critères que je lui ai donnés, donc à utiliser avec prudence, sûr ou non recommandé. Les 10 critères sont ici, donc ça va de la réputation du fournisseur jusqu'à la pertinence pour l'enseignement supérieur. Et évidemment, ça permet de répondre aux questions de l'arbre des choix. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il détaille les fonctions principales, les cas d'usage, la manière dont on interagit avec, le coût d'utilisation, la difficulté d'utilisation. Et ensuite, il évalue la responsabilité sociétale de l'entreprise. La société qui développe l'outil, l'actionnaire majoritaire, jusqu'aux sources d'énergie alimentant les serveurs. Et donc, on peut ensuite échanger avec lui en disant, voilà, j'ai tel usage, qu'est-ce que tu penses de cette utilisation? Et si l'outil que l'on lui donne n'est pas dans la base documentaire que je lui ai donnée, eh bien, le chatbot est programmé pour le dire. Et il dit, voilà, j'ai pas ces informations, mais je peux quand même essayer de les évaluer. Et à ce moment-là, il va les chercher sur le web avec une recherche rapide, mais on sait que c'est un petit peu moins fiable. Simplement vous montrer comment j'ai nourri ce GPT. Je lui ai donné des documents très conséquents. Par exemple ici, un tableau comparatif des outils d'IA sur 2023-2025 avec tout un tas de caractéristiques que je lui ai demandé, enfin, que je lui donne pour une cinquantaine d'outils d'IA différents. Là, on voit seulement le haut du tableau. Et il faut savoir que ce tableau et les autres, je les ai élaborés grâce à l'utilisation de ChatGPT en utilisant un modèle de raisonnement et une fonction Deep Research. Et pour les élaborer, le chatbot a travaillé plusieurs heures. Alors avec un impact environnemental non négligeable, mais l'idée c'était de le faire une seule fois pour obtenir à la fin un GPT qui est capable de fournir un service pour la communauté HESSO.
J'ai également généré des tableaux tels que celui-ci. Donc pour les mêmes outils, la société développeuse, l'actionnaire majoritaire, le siège social, le coût énergétique par requête et la source d'énergie des serveurs. On retrouve ici les 10 critères que j'ai évoqués. C'est également un document que je lui ai donné qui lui permet de savoir si un outil est sûr à utiliser avec prudence ou non recommandé. Et pour pouvoir classer un outil selon ces critères dans l'une des trois catégories, bah, il a fallu lui donner des indications. Et ces indications, ils sont dans cette grille critériée. Alors, vous voyez, ces trois documents sont illisibles. Il y a beaucoup trop de texte, mais par contre, enfin, ils sont illisibles pour un humain, mais ils sont tout à fait lisibles pour un chatbot lorsqu'on les met dans un GPT et qu'à ce moment-là, ils servent simplement de base documentaire au fonctionnement de l'agent. Il existe, et je terminerai là-dessus, quelques ressources intéressantes que je vous cite rapidement. Ecologits est un outil qui, euh, tout en développant sa méthodologie hein, de manière transparente, permet d'évaluer l'impact environnemental de l'utilisation d'un modèle donné, pour un provider donné, sur un prompt donné. Donc on peut sélectionner ces trois caractéristiques. Et selon la longueur du prompt et le modèle utilisé, bah, il va vous dire quel est l'impact environnemental, c'est-à-dire quelle est la consommation électrique, quantité de CO2 émise, etc. Et puis un autre que j'aime beaucoup, c'est Compare IA. Vous pouvez aussi trouver, je le communiquerai également dans le chat à la fin du 5 à 7. Et ça se trouve bien sûr dans mon GPT. Compare IA est un outil du gouvernement français qui permet de sélectionner deux modèles. Et puis on pose une question et les deux modèles travaillent en parallèle. On peut ensuite comparer les résultats donnés par les deux modèles, non seulement en termes de pertinence, mais également en termes d'impact environnemental. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on peut choisir des modèles de type LLM, alors très robustes avec plusieurs centaines, voire milliers de milliards de paramètres, et des modèles beaucoup plus frugaux, des Small Language Models, qui eux ont beaucoup moins de paramètres, quelques milliards. Et on peut comparer la pertinence des réponses et les impacts environnementaux. Et c'est assez amusant en fait de voir que parfois les réponses fournies par les petits modèles frugaux sont tout aussi bonnes que celles fournies par les gros. Un document encore que je me contenterai de mentionner pour que vous sachiez qu'il existe et qui va être travaillé par le GPIA et le SADAP pour en faire un document un peu plus digeste pour la HESSO. C'est un double document en fait. C'est un référentiel de compétences en IA pour les apprenants et pour les enseignants. Avec pour les apprenants quatre types de compétences: perspective centrée sur l'humain, éthique de l'IA, technique application de l'IA, conception des systèmes d'IA, avec à chaque fois trois niveaux de progression. Bien sûr, c'est une grille critériée, donc le document développe chacune de ces cases en décrivant ce que signifie le niveau de progression appliqué pour la compétence perspective centrée sur l'humain, et ce pour chacune des cases. Et même chose pour le référentiel compétences IA de l'UNESCO pour les enseignantes et enseignants. Cette fois-ci, 5 compétences, toujours perspective centrée sur l'humain, éthique de l'IA, fondement et application de l'IA, pédagogie de l'IA, l'IA au service du développement professionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se limite pas à pédagogie de l'IA, traite de tous les aspects liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle sur des niveaux de progression qui sont acquérir, approfondir, créer. Ça ressemble à la taxonomie de Bloom. Là encore, quelques éléments dans la grille critériée.